Madame Aïssatou Ba Sidibé, représentante résidente de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, est en fin de mission au Togo. Elle a eu le temps de faire le point au gouvernement sur les projets et programmes dans lesquels UNICEF est impliquée. Et dans le domaine de la santé, de l'assainissement, de l'hygiène, de l'éducation et de la protection sociale, UNICEF s'était montrée plus engagée. Elle a contribué à l'amélioration du taux de couverture vaccinale. Pour le vaccin Penta 3, qui protège les enfants contre 5 maladies, la couverture est allée au-delà de 90% des enfants togolais, malgré la pandémie de Covid-19. Selon Madame Sidibé, près de 90% des Togolais ont désormais accès à une structure sanitaire à moins de 5 km de leur domicile. Sur le plan de l'hygiène, l'appui de l'UNICEF a contribué à réduire de 10 points la défécation à l'air libre avec la construction de plus de 600 latrines écologiques et à biogaz. Contre les violences en milieu scolaire, UNICEF a formé près de 4000 enseignants. À l'arrivée de Ba Sidibé Aïssatou, l'enregistrement des naissances tournait autour de 79%. Et là, on était en 2018. À son départ, ce taux tourne autour de 86%. L'UNICEF regrette cependant que les données statistiques ne sont pas régulièrement mises à jour sur les sites officiels pour refléter les progrès réalisés. Le Togo continue de faire des progrès remarquables dans le secteur de la santé. Selon les données récentes, il ressort une augmentation significative de l'accès aux services de santé. En effet, le taux d'accessibilité au système de santé est passé de 71% en 2020 à 90% en 2023 grâce au projet d'assurance maladie universelle selon les autorités, ce qui signifie que près de 90% des Togolais ont désormais accès à une structure de soins à moins de 5 km de leur lieu de résidence. Ces progrès peuvent être attribués aussi à une série d'initiatives améliorant ainsi les résultats, surtout en matière de santé maternelle et infantile. Toutefois, malgré ces avancées, l'on ne peut pas perdre de vue certains problèmes rencontrés dans les hôpitaux publics. Rappelons que selon les dernières enquêtes publiées par Afrobaromètre sur le secteur de la santé en cette année 2024, il ressort que la majorité des Togolais déplorent les longs temps d'attente dans les centres de santé publics, surtout le mauvais état des infrastructures, la pénurie de médicaments ou d'autres matériels, sans oublier l'absence de médecins ou d'autres membres du personnel soignant. Que ce soit dans l'industrie, le commerce ou l'agriculture, l'énergie électrique est un élément indispensable qui participe à l'évolution de plusieurs secteurs d'activité. Depuis plusieurs mois, Lomé et ses environs en ont été privés. Plusieurs spéculations sur la cause de ces coupures sans cesse ont circulé, mais une suite de communiqués de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, a donné des éclaircissements. Cette situation pénible pour la population togolaise, depuis le début de cette année, a été qualifiée d'exceptionnelle par la ministre chargée de l'énergie, Mila Aziamblé. Cette situation semble rentrer dans l'ordre depuis quelques mois après l'adoption d'un plan de rationnement de fourniture qui a pour objectif de gérer le déficit énergétique. Depuis quelques jours, la CET a annoncé la suspension de son plan de rationnement de la fourniture d'énergie électrique. Selon le communiqué, cette mesure de suspension de ce plan intervient après l'amélioration de l'approvisionnement des fournisseurs extérieurs. Cette mesure, en d'autres termes, intervient car la situation de déficit a été réglée. Rappelons que ces coupures ont affaibli plusieurs secteurs d'activité et de nombreux Togolais n'aspirent qu'à un retour à la normale de la situation dans le pays. Sur les visages de ces prisonniers, des sourires, de la joie, mais aussi une pointe d'inquiétude et d'étonnement, comme s'ils n'y croyaient pas encore. Puis vient le moment tant espéré, celui de recevoir enfin sa notification de libération conditionnelle. Libération. Merci. À chacun de rendre son uniforme aux autorités pénitentiaires.
Enfin, pour ceux et celles qui disposaient d'uniformes, soit une minorité. Ils sont 527 détenus à être libérés de la prison centrale de Makala. Cette jeune mère a passé 1 an et 2 mois en détention. Dieu merci, je sors de prison pour bien m'occuper de mon enfant dehors. Quand on m'a amenée ici en prison, j'étais enceinte de 3 mois. Les détenus coupables de détournement d'argent public, de viol, meurtre, association de malfaiteurs, crimes de guerre et crimes contre l'humanité sont exclus de cette libération. Pour en bénéficier, il faut correspondre à des critères précis. Il faut s'être bien comporté pendant le temps de l'incarcération, mais il faut également avoir purgé un certain nombre d'années de la peine. Ça veut dire que c'est le quart de la peine qui doit avoir été purgé avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. Cette vague de libération, la deuxième depuis juillet, fait suite à la volonté affichée des autorités de désengorger les prisons du pays et ainsi améliorer les conditions de détention catastrophiques dévoilées dans ces vidéos tournées par le journaliste Sanis Boujakera lors de son incarcération. Des prisonniers entassés dans des cellules trop petites, dormant à même le sol, mal nourris et mal soignés, dans une insalubrité généralisée. Construite dans les années 50 pour 1500 détenus, la prison en déclare plus de 15 000. Depuis, les autorités multiplient les gestes pour répondre au tollé et redorer l'image de leur gestion carcérale. D'où les libérations de prisonniers ou encore cette livraison de dizaines de matelas neufs sous l'œil des caméras. Face à la crise, le ministère de la Justice dit prendre des mesures au plus vite. Mais à l'intérieur et à l'extérieur des murs de Makala, la colère est palpable, comme celle de ses parents attroupés devant les grilles de la prison. Les policiers m'avaient demandé $200 pour libérer mon fils. J'ai donné 50 000 francs congolais. Ils les ont pris sans libérer mon fils. Mon fils est mineur, il a 16 ans. Il est encore élève à l'école. Là, depuis le 22 avril, il est en prison. Il ne peut pas étudier. Il a raté les examens du dernier trimestre de l'année. De nouvelles libérations conditionnelles devraient être prononcées régulièrement par le ministère dans les semaines à venir. Paul Kagame, à nouveau investi président du Rwanda. Lors d'une cérémonie en grande pompe dimanche à Kigali, le président rwandais a prêté serment. Paul Kagame dirige le Rwanda depuis 1994, lorsqu'il a pris le pouvoir en tant que chef des rebelles et mis fin au génocide. Âgé de 66 ans, il a été réélu le mois dernier, pratiquement sans opposition. Moi, Paul Kagame, je jure solennellement devant le Rwanda que je resterai loyal à la République du Rwanda, que j'observerai et défendrai la Constitution et les autres lois avec diligence et que je remplirai les responsabilités qui me sont confiées. En 2015, un référendum au Rwanda a permis de lever la limite des 2 mandats présidentiels. Cela pourrait permettre à Paul Kagame de rester au pouvoir jusqu'en 2034. L'immense décharge de Kitizi dans le nord de Kampala. Le seul site de dépôt d'ordures de toute la capitale. Si colossal que les tonnes de poubelles déversées s'y sont transformées en collines de déchets au fil des décennies. Samedi, avec les fortes pluies, l'une de ces collines géantes s'est effondrée pour engloutir les maisons, leurs habitants et leurs animaux sous des montagnes de déchets. Ça a commencé juste avant 8h du matin. Vers 7h et quelques, on a entendu quelque chose comme une explosion, comme un coup de feu. Et ensuite, on a commencé à voir les gens. Ils couraient à droite, à gauche, puis on a vu la décharge s'écrouler et se déverser avec les gens, les voitures. Aussitôt, la Croix-Rouge et des dizaines de secouristes ont été dépêchés sur place pour tenter de dégager les habitants ensevelis. Une dizaine de personnes encore en vie ont pu être sauvées et renvoyées vers des hôpitaux.
Mais d'autres n'ont pas eu cette chance. J'ai perdu ma famille ici à Kitezi à cause de la décharge. J'ai perdu 7 êtres chers, ensevelis sous les ordures. Ma femme et mes enfants sont tous morts. Nous avons récupéré 4 corps, les autres n'ont pas encore été retrouvés. Pour les habitants en deuil, la douleur est d'autant plus insupportable qu'ils alertaient depuis des années sur les risques posés par la décharge. Un site de 14 hectares, l'équivalent de 20 terrains de football. Il y a 8 mois, les autorités municipales de Kampala elles-mêmes avaient mis en garde, qualifiant la situation de crise nationale. La chose la plus douloureuse pour nous en tant que responsables communautaires, c'est que nous avons averti que ces déchets tueraient des gens. Parce que la décharge est pleine au-delà de sa capacité et les gens vivent ici et n'ont nulle part où aller avec leur famille. Nous avions demandé au gouvernement de venir nous aider à réinstaller ces personnes dans un autre endroit. Désormais, le gouvernement n'a plus le choix. Environ 1 millier de personnes se retrouvent sans abri et doivent être relogées. En Tanzanie, plusieurs dirigeants de l'opposition, dont Tundu Lissu et 2 autres membres du parti Chadema, ont été arrêtés par la police avant la manifestation prévue ce lundi. L'événement devait réunir des milliers de jeunes à Mbeya pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse sous le slogan « Prenez en charge votre avenir ». La police avait interdit ce rassemblement, invoquant des risques de violence. Environ 500 jeunes ont été interpellés avant d'être renvoyés chez eux. Le chef du parti Chadema, Freeman Mbowe, a condamné ces arrestations et a exigé la libération immédiate des détenus. Malgré les réformes promises par la présidente Samia Suluhu Hassan, l'opposition dénonce une répression persistante en Tanzanie. Le gouvernement soudanais a indiqué dimanche dans un communiqué son intention de ne pas participer aux pourparlers de paix menés par les États-Unis et prévus en Suisse cette semaine. Cette décision réduit les espoirs de mettre fin à la guerre civile qui dure depuis plus d'1 an au Soudan. Sans pour autant rejeter catégoriquement les négociations, le gouvernement soudanais a toutefois énuméré quelques questions litigieuses que ses délégués n'ont pas réussi à résoudre après 2 jours de consultation avec les diplomates américains à Jeddah en Arabie Saoudite. C'était les 9 et 10 août. Ces consultations avaient été demandées par le gouvernement soudanais. Le chef de la délégation soudanaise, le ministre des Minéraux Mohamed Abou Nimo, a annoncé qu'elle n'avait pas abouti. L'envoyé spécial des États-Unis au Soudan, Tom Perriello, était à la tête de la délégation américaine. Les autorités soudanaises estiment que les États-Unis n'étaient pas suffisamment engagés à obliger les forces de soutien rapide à protéger les civils.